Bonjour les amis, donc je suis Jérôme Tchoumé d'HPM Coaching et je vous retrouve pour ce nouveau numéro de Dans la tête d'un leader heureux et performant chez moi près de Bandol avec Basile Yaïch que j'ai eu la chance d'interviewer et qui va vous révéler tous les secrets d'un joueur de poker professionnel pour performer et avoir une vie équilibrée. Donc les amis, installez-vous bien, prenez de l'eau, l'interview dure à peu près 45 minutes et on se retrouve avec Bazou juste après le générique. C'est parti. Bonjour Basile. Salut Jérôme. Bah écoute, je te remercie de m'avoir invité pour partager cette interview avec toi. Et puis dans cette émission, donc dans la tête d'un leader heureux et performant, dans laquelle on va voir au travers de ton parcours toutes les difficultés, les épreuves qu'on peut rencontrer pour atteindre nos objectifs et vivre la vie de nos rêves. Ok. Donc écoute, si tu veux bien, je vais te faire une petite présentation de toi pour les gens qui ne connaîtraient pas. D'accord. Ça peut arriver, il peut y en avoir. Je peux t'aider à tout moment. Allez, tu complètes tout ça là-bas. Donc Basile Yaïch, aka Bazou, joueur de poker professionnel, coach, comédien et producteur. Et puis streamer aussi, avec ta chaîne Dans le Turfu. Et puis je dirais avant tout ça, un mec passionné et passionnant, généreux et qui donne du sens dans tout ce qu'il entreprend. Si tu veux rajouter d'autres choses. Ah non, j'ai que le silence là pour écouter. Merci beaucoup déjà. Merci à toi. Merci à toi. Écoute, si tu veux, on va démarrer l'interview, donc sous forme d'échange. Est-ce que j'ai le choix? On a toujours le choix. Non, avec plaisir, avec plaisir. Démarrons, ne perdons pas de temps. Allez, feu. Yes. Donc on va commencer. Donc Basile, si tu peux nous dire un petit peu quelles ont été les différentes épreuves que tu as pu rencontrer pour arriver où tu en es aujourd'hui, quoi. Si un petit récap de ton parcours, ce que tu as pu traverser pour Ouais, carrément. Alors mon parcours rapidement, j'habite à Paris déjà, donc j'ai toujours habité Paris. J'étais à l'école relativement épanoui et ça se passait plutôt bien sans que j'ai à faire trop grand chose. Le premier souvenir qui me vient, c'est un prof de maths qui me dit qui disait que j'étais trop prétentieux parce que je levais trop souvent la main en cours en cinquième, genre. Puis là, je pense que j'ai pour donner les bonnes réponses ou... Sûrement, ouais, mais j'étais passionné par les maths en fait. Je calculais vite, etc. Et puis du coup, après, j'ai été mauvais à l'école à ce moment-là. Je voulais pas trop me montrer en fait par rapport à ça parce que pour moi, c'était ma passion, quoi. Et du coup, je pense que j'ai un petit peu arrêté à ce moment-là d'être bon à l'école. Et puis en fait, mon objectif à chaque fois, c'était de passer l'année d'après. Parce que je comprenais pas pourquoi à l'école il fallait être le meilleur. Je voyais pas le sens que ça avait. Et puis en troisième, j'ai le souvenir d'un spectacle de théâtre où je vois beaucoup de lumière en fait quand je le vois. C'est un spectacle de Molière, c'était Les Fourberies Scapin, avec toutes les gens de ma classe en fait qui étaient déjà en théâtre, mais moi je savais pas qu'il y avait cette option là. Et puis j'ai commencé à faire du théâtre, ce qui m'a fait un peu rester au lycée vraiment, parce que je savais qu'il y avait le mercredi le théâtre. C'était la petite bouffée d'oxygène. Ouais, je kiffais. Et puis après en parallèle de ça, j'avais ma vie d'ado devant mon ordi à jouer à plein de jeux, gaming, stratégie surtout. Je jouais à un jeu qui s'appelait American Conquest où j'étais pas mauvais. Et je jouais à des jeux de paris sportifs gratuits, des trucs comme ça. Donc j'avais gagné un truc où j'avais fait gagner à mes parents un voyage. Et puis je jouais à des petits jeux de gratteurs là. C'était comment ça s'appelle les trucs où tu grattes 10 centimes quand tu gagnes la Squeezie ou je sais pas. Bref. Et puis à un moment, je rencontre le poker. Et en cours de ping-pong, en fait, il y a un mec qui ramène des jetons. Même pas des jetons, en fait, un paquet de cartes et on joue avec des crocodiles. Et j'aime bien ça, donc je joue sur internet avec lui. De suite avec, et puis je joue des tournois gratuits. Et avec les tournois gratuits, en fait, lui rapidement il lâche. Et moi je plonge dedans. Donc ça, c'est quoi, époque lycée? C'est époque seconde, ouais. Seconde, en seconde, peut-être fin de troisième, début de seconde. Et en fait, assez rapidement, j'achète un magazine qui s'appelle Live Poker. Et je vois sur Live Poker un mec qui s'appelle Éloi Rolange, qui est champion d'échecs, et qui fait un article que je lis peut-être je sais pas combien de fois, où je fais waouh, le mec c'est trop intelligent. Et là je commence à aller sur son site Poker Academy et puis je commence à faire un travail où je me dis ah ouais c'est intéressant et tout, je me passionne et puis en fait
rapidement, je joue des tournois gratuits. J'apprends tous les tournois gratuits où on pouvait gratter 1 balle, 2 balles et tout. Et puis il y a un moment où j'ai un coup de chance, je gagne le tournoi de Poker Academy. Mais ça faisait déjà pas mal de temps que je jouais des tournois gratuits. Je gagne 50 €. Et 2 mois plus tard, je gagne 40 000 € pour tout reperdre, pour tout regagner plusieurs fois. Et voilà, c'est un peu parti de là. Le poker, après... Qu'est-ce qui t'a accroché avec le poker à ce moment-là? C'était quoi, cette notion de stratégie Alors déjà, c'était un endroit... Maintenant, a posteriori, je le voyais pas comme ça, mais je pense que c'est un endroit où je pense pas. C'est-à-dire que j'ai pas à réfléchir, je suis dans mon monde, il n'y a personne qui me fait chier, je joue. Et en fait, à l'époque surtout, tu sentais les joueurs en fait. Et donc, c'est super ludique quoi, je m'amuse en fait, c'est un jeu. C'est un jeu, voilà, c'est ça qui m'amuse. Et puis je suis comme un chercheur quoi, je regarde les meilleurs coups parce que personne ne savait quoi faire et j'inventais des coups, je réfléchissais à des trucs. C'est un des précurseurs qui a travaillé le jeu un petit peu à l'époque. J'avais pas l'impression que je travaillais, mais il y avait des coups que personne ne faisait que je faisais parce que j'étais pas moi j'avais pas de risque financier. L'overbet, j'ai vu à l'époque, c'était le précurseur. Je me suis rendu compte que si je misais 10 € dans un pot de 5, les gens ils avaient peur et ils passaient. Je faisais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois et j'avais toujours le même résultat. Jusqu'au moment où je sentais que le mec vrillait et là cette fois-ci j'avais une main. Et à force en fait de faire rentrer la personne sur ton terrain de jeu, en fait t'as l'habitude. Viens au parc d'attractions avec moi, viens jouer à la grande roue. Le premier grande roue il va avoir un peu peur, la deuxième il va se dire vas-y je vais la jouer, mais en fait ce sera le moment où j'aurai du jeu quoi. Donc en fait quand t'amènes la personne sur ton terrain c'est quand même plus facile. Et puis après avec le poker j'ai des bons résultats. Et non, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'avais pas la notion d'argent. Donc en fait, c'est super facile. C'était le jeu, c'était un plaisir à l'époque. C'est un plaisir, je commence avec 0 €, donc j'ai aucune pression financière. Et donc je remarque aussi que les gens, ils ont très peur. Et puis ils suivent beaucoup le mouvement de ce qu'on leur dit de faire. Là où moi, j'étais vraiment pas dans cet esprit-là. Hors format. Formatage de fou. Et en fait, 99% des gens jouaient un peu formaté. Et en fait, comme je pouvais accéder à des bons joueurs, vu que je prenais des risques financiers, j'accédais aux gens qui étaient pas formatés, qui avaient déjà trouvé une forme de renouveau. Alors il n'y avait pas de gestion de rôle à l'époque ou autre Non, pas du tout. J'avais aucune notion de ça et aucun intérêt pour ça. C'était pas le but, Moi, je voulais monter le niveau pour jouer le boss de fin. J'avais même pas de réflexion par rapport à ça. Je jouais, puis ça se passait bien, quoi. Puis après, forcément, au poker, il faut avoir une notion de gestion de l'argent. Et je l'avais pas, donc forcément à un moment je repère, puis je regagne, jusqu'au moment où il y a une session ou 2 sessions fondatrices, grâce aussi à un type qui commence à regarder mes sessions et qui me finance un petit peu, donc probablement qui me conseille aussi. Qui te prend un peu sous son aile. Et qui a ce regard-là parce que je jouais. Alors j'avais la communauté Poker Academy, etc. Mais j'étais quand même tout seul en train de jouer. Et là, le fait d'avoir un joueur qui avait déjà fait ce que j'étais en train de faire, qui avait déjà été joué qui avait accompli les grosses parties et tout, okay. Forcément, t'as un peu plus de recul et peut-être que c'est ça qui m'a permis à un moment de constituer une vraie bankroll, quoi. Et puis après, j'ai eu, j'avais des bons résultats. C'était ton activité donc principale Non, c'était l'activité principale, c'était le lycée. Non, par la suite, un peu après quoi, après le lycée quoi. Non, ça n'a jamais été mon activité principale. Je me suis jamais dit joueur pro de poker. J'ai toujours fait quelque chose à côté. Faut rembobiner alors le début de la présentation quoi. Mais ouais. Alors d'aujourd'hui, je préfère même pas mettre d'étiquette. C'est-à-dire, il y a des jours où j'ai envie de faire un truc, je le fais, même si j'ai quand même une direction. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être pro? Hormis l'implication et tout ça, qu'est-ce que ça implique quand on se dit pro, par exemple, pro de poker par exemple? Déjà que c'est ta ressource principale. Chose qui pouvait pas être possible à l'époque parce que je le prenais vraiment comme un jeu et j'étais plus prêt à m'amuser que être pro. Et en fait, la différence, c'est pas forcément le revenu, mais c'est l'idée de se dire, ok, il y a des moments où ça va pas me plaire, mais c'est mon taf, il faut quand même le faire. Ce qui différencie beaucoup de bons joueurs, d'excellents joueurs, parce qu'à un moment, il y a des gens doués, mais globalement, c'est ça qui a pêché chez moi, c'est-à-dire que j'étais tout le temps dans un plaisir, puis il y a des moments dans la vie, en fait, c'est pas plaisant, mais qui t'embarquent vers un truc plus plaisant. Et j'avais peut-être pas la maturité pour comprendre ça. Jeune, bien sûr. Et j'étais pas aussi, j'avais pas de coach ou de gens qui pouvaient me dire ça. Entouré, avoir un environnement derrière. Et puis après, globalement, c'était nouveau le poker, donc ma famille ou quoi, c'était pas forcément, ils étaient contents, etc. Mais j'étais pas poussé non plus là-dessus en disant ah ouais, ok, c'est comme un champion de ping-pong. Je sais pas pourquoi je prends ping-pong parce qu'on joue pas mal. Il y avait pas un staff derrière qui encadrait. Tout ça. Je l'avais un petit peu quand j'ai été sponsorisé par TF1. En fait, à 18 ans, je rencontre un des types qui lance le Eurosport Bet.
Et il me dit voilà, on cherche à construire une team de joueurs assez jeunes qui pourront donner envie à d'autres joueurs de se mesurer au meilleur, etc. Et donc je commence avec Eurosport pendant un an, puis après Unibet. Et là j'étais quand même encadré, on avait un team manager et tout, qui nous a bien encadré, qui nous a un petit peu aidé aussi à gérer tous les trucs qu'il y avait. Vous avez tous les tracas quotidiens et tout pour alléger un petit peu la masse de soucis qu'on peut... Ouais. Et donc pour toi, poker, sport ou pas sport alors au final? Sport ou pas sport? Ouais. Non, je dirais pas que c'est un sport. D'accord. À l'heure actuelle, pour perfer maintenant, donc en 2021, comment... Non, c'est pas un sport, par contre moi je le vois un peu plus comme un art de vivre. Parce que si tu veux être heureux, ça va reprendre ton titre. Ouais. Attention. Eh ben oui, c'est le but. Mais en gros, si tu veux... Nombre de personnes qui ont performé, qui derrière étaient malheureux comme les blés, quoi. On a tous connu des tonnes de personnes dans notre entourage, que ce soit dans le monde professionnel des affaires, dans le sport, c'est arrivé plein de fois, quoi. Donc c'était vraiment, voilà, la parallèle, c'est d'être heureux, c'est bien, parfait, c'est encore mieux, entre guillemets, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est l'idée d'équilibre, surtout. Et cet équilibre, il est beaucoup plus difficile à avoir au poker parce que, en fait, c'est un chemin qui peut vraiment t'amener à vriller, en fait. Et j'adore ça parce que ça demande de l'exigence du coup. D'accord. Parce que déjà, t'as de l'adrénaline. Donc, qui dit adrénaline, dit forcément un moment, tu vas te dire, quand il se passe... Enfin, déjà, donc, comment dire, t'es conditionné quand tu joues. C'est-à-dire tu peux avoir de l'adrénaline, mais aussi tu pourrais ne pas trop en avoir. C'est-à-dire si tu gères bien ton argent, t'as pas trop d'adrénaline, si tu prends pas trop de risques. Bien sûr. C'est la mesure. Tu dois avoir une gestion financière, tu dois avoir une gestion de tes émotions, risque reward et tout ce qui va ta fatigue, le fait d'être sur un ordi, forcément ça va te demander pas mal de choses. Et en fait il y a plein de qualités qui sont transverses à la vie. D'accord. Et c'est ça qui m'intéresse. Et puis au-delà de ça, je pense qu'un bon joueur de poker, c'est quelqu'un qui croit en lui, qui croit en sa façon de jouer. Un travail sur soi, au-delà du... Ouais, parce qu'au final, franchement, ça se voit assez rapidement un bon joueur. Quand je vais à une table de live, franchement, rien qu'à son regard, je peux me dire, lui, il est malin, il croit en lui, etc. Puis t'en as d'autres, t'as l'impression que c'est un peu des clones qui jouent comme on leur a dit de jouer, quoi. Oui, sans chercher à aller au-delà de tout alors ça. qu'en vrai, il n'y a pas de réponse, chacun a son style et il faut vraiment croire en son style de jeu. Axé sur nos points forts et... Ouais, probablement. Sur les points forts, ouais. En tout cas, la manière dont on a envie de jouer, ça, je trouve c'est important. En tout cas, les gens que je coach, je leur laisse leur façon de jouer et puis moi, juste, je vois si c'est cohérent ou pas. Avec leur personnalité. Avec leur personnalité, mais aussi avec la stratégie. C'est-à-dire, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a des trucs au poker. Voilà, c'est comme quand tu te lèves, il faut quand même un petit peu manger, sinon tu vas pas avoir d'énergie. Bien sûr. Mais au-delà de ça, s'il veut manger de la rhubarbe, il fait ce qu'il veut, tu vois. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Si tu pouvais ressortir peut-être 2-3 difficultés ou un échec majeur qui t'a permis de devenir le joueur que tu es devenu et puis l'homme que tu es maintenant avant toute chose, quoi. Plus au-delà même du joueur de poker, l'homme que tu es devenu, quoi. Ouais, j'en ai plein, des échecs. Qui ont été vraiment constructifs aussi pour... ouais, je pense que le vrai échec lié au poker qui a marqué un tournant, c'était... Donc en fait, il y a un moment où donc, je joue au poker, etc. Puis vers 20 ans, en fait, j'ai commencé un peu à péter les plombs avec le poker parce que je faisais que ça. Et c'était vraiment un truc qui venait me renfermer. Là aujourd'hui, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça me permet de développer des compétences et de m'ouvrir. Et à 20 ans, j'ai commencé un peu à péter un câble et à me dire mais qu'est-ce qui me rend vraiment heureux. D'accord. Et j'ai commencé à faire du théâtre. Et bref, en fait, pendant des années, je me disais vraiment le poker, ça m'a pas fait du bien. Mais en fait, ça m'a pas fait du bien parce que je le prenais pas sérieusement. Oui, et tu n'avais peut-être pas tous les ingrédients avec le recul pour... En vrai, on peut tout à fait être heureux en jouant au poker, il n'y a pas de souci, mais je le faisais mal en fait. Et donc après, je reprochais à l'extérieur ce que moi je faisais en fait. D'accord. Ah, c'est le poker, mais en réalité, il n'y a que toi qui peux te rendre heureux ou malheureux. Tout à fait, on est bien d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec le poker. Et si j'ai pas envie de faire de poker, j'ai juste pas à en faire. Mais c'est quoi le problème? Alors du coup, pourquoi je dis que le poker ça rend malheureux? Bien sûr. Il y a un truc qui est pas cohérent. Et donc pour rebondir sur ça, aujourd'hui, ça serait quoi pour toi? Quel est le sens que tu peux donner à ta vie, à tout cela, et le sens du bonheur pour toi? Le sens du bonheur? Ouais. Quel est pour toi Je reprendrai un peu parce que j'ai fait des études un peu de thérapeute et le mot sens, il vient du mot sensation. Et en fait, au poker, j'étais beaucoup dans le mental. Et alors d'aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose de direct. En fait, c'est le sens, le goût des aliments, la présence, les ressentis qu'on a avec les gens. C'est tout ce qu'on y met derrière. Et pas quelque chose de mental, donc quelque chose de sensitif en fait. Et de cohérent en fait. Croire vraiment à la personne qu'on est et s'écouter. S'écouter.
et chercher. Alors ça c'est vraiment un parallèle que je fais que je trouve incroyable avec le poker. Tous les joueurs de poker quasiment réfléchissent sur le court terme. C'est-à-dire qu'il y a très peu de joueurs qui vont vraiment aller analyser leur retour sur investissement, voir combien ils peuvent gagner, ce qu'ils risquent, etc. Et on surestime beaucoup ses compétences. Et puis quand on a gagné, on est super fort. Quand on perd, on est super nul, etc. C'est lié au résultat. Et puis, j'ai gagné, tout va bien, j'ai pas gagné, ça va pas, etc. Et on n'arrive pas à mettre une perspective de long terme. Et en fait, c'est pareil avec le bonheur. C'est-à-dire que on est très dans le court-termiste avec le bonheur. Alors que c'est quelque chose qui se construit, où on pose des graines, qui met du temps, et on passe par des phases qui sont douloureuses pour arriver à quelque chose de plus paisible. Et souvent, on cherche, en tout cas moi c'était mon cas, avec le poker ou avec d'autres choses, à éviter cette souffrance, alors que c'est celle qui va justement nous... Oui, c'est l'humain, mais ça nous permet pas de grandir au final en évitant tout ce qui nous... Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, sur le court terme, c'est simple d'aller, je sais pas, d'aller sortir, picoler de ouf. Bon, après, évidemment, on peut sortir... Parce que l'être humain, je pense, recherche le plaisir instantané. Bah, en fait, il cherche surtout à être heureux. Et dans cette démarche-là, on peut s'y prendre de plein de façons. Il y a plein de façons pour chercher à être heureux. Il y a des gens, les criminels, en tuant quelqu'un, ils pensent qu'ils ils prennent leur shoot de plaisir sans que ça soit constructif. Avec l'expérience, on voit qu'il y a des chemins, on teste, on essaye. Alors pas tout, vaut mieux pas tout essayer, mais, mais dans la limite de la raison, sans faire du mal à autrui et sans se faire de mal à soi, on peut essayer pas mal de choses sans prendre trop de risques. Et souvent c'est court-termiste, alors que en fait, c'est vrai que sur le moment, on va pas bien, on se dit je vais aller faire quelque chose qui va me rendre mieux tout de suite, parce qu'on on fuit cette souffrance. Bien sûr. Alors que c'est celle qui nous construit, quoi, en gros. Donc c'est aller questionner cette souffrance. Enfin, c'est même pas la questionner, mais c'est déjà la ressentir. Et accepter de pas être dans un truc où on va chercher des béquilles tout le temps chez les autres ou sur des produits. Oui, d'être le propre acteur de notre bonheur aussi au final. Donc en étant en immersion avec soi-même au final, sans chercher ailleurs ce qu'on peut avoir au fond de nous directement. L'immersion d'abord pour justement après s'ouvrir un maximum, je pense. D'accord. Et quel travail spécifique, qu'est-ce que tu as mis en avant au cours de toutes ces années pour parvenir à cet équilibre, je pense, en ce moment, donc entre poker, projet perso, pour être équilibré et aligné avec qui tu es maintenant, quoi. Pas vraiment travailler, enfin j'ai pas eu l'impression de travailler, mais... Sur quoi tu as pu mettre l'accent, quoi, sur un questionnement déjà. J'ai beaucoup lu des auteurs quand j'ai commencé je te parlais de l'âge de la vingtaine, là où je commençais à faire du théâtre. J'ai lu beaucoup d'auteurs hindous, ou j'ai lu, je te disais avant l'interview, Krishnamurti, Osho. J'ai lu beaucoup de choses à ce propos. Je suis allé voir beaucoup de monde. D'accord. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de bêtises. Dès que les gens souffraient, il y avait forcément des réponses où l'ego prenait part, où on faisait croire que c'était la personne qui allait la sauver, ou un rite qui allait la sauver. D'accord, ouais, beaucoup de dérives qu'on peut avoir. Donc j'ai cherché, en vrai, et puis ce que j'ai trouvé, moi j'ai trouvé la méditation personnellement, qui est un endroit justement où il n'y a rien pour te sauver. Tu es avec toi-même, et où tu es obligé d'accepter de traverser ce qui se passe en toi. Et au-delà de tout conditionnement ou état mental ou quoi. Et justement, dans la méditation, la première leçon qu'on peut enseigner, c'est de rien chercher. D'accord. Et de rien attendre. Déjà, ça fait beaucoup. Juste vivre et profiter de l'instant présent, quoi. Ouais, tout est déjà là. Et au niveau de la méditation, comment ça concrètement au quotidien, comment tu la pratiques, toi? Je la pratique tous les matins. D'accord. Dès que je me lève, je médite entre 20 et 30 minutes. Il m'arrive parfois en journée aussi de fermer les yeux un petit peu. Parce qu'une fois j'ai vu même dans les breaks de 5 minutes, quand tu streams et tout, tu arrives je l'ai incorporé par le... J'ai compris en fait au début, pour moi il y avait la méditation et le poker, justement je séparais les deux, et en fait j'ai fait mais c'est stupide en fait de les opposer. Et du coup j'ai rajouté un petit peu de méditation au poker, mais principalement c'est même pas pour le poker, c'est que j'en ai besoin, sinon je me sens pas bien. En fait, au-delà, j'ai mon cerveau qui travaille trop. Un vrai besoin, d'accord. Et j'ai besoin de ça, en fait, c'est comme... C'est quoi ça, est-ce que ça a un vrai impact sur ta gestion des émotions avec tout ce que peut comporter le poker, donc c'est bien l'adrénaline que... En gros, je te disais des stratégies de fuite que j'avais, par exemple, ou que les gens peuvent avoir. Moi, j'ai une stratégie de fuite qui est simple, c'est que dès que je vais ressentir des choses, je vais me mettre à penser pour pas les ressentir. D'accord. C'est une de mes stratégies de fuite que j'ai pu observer, et du coup, déjà, la méditation, il y a
ça détruit complètement ce mécanisme-là. D'accord. Et c'est juste observer en fait comment on fonctionne quand il n'y a plus rien. Et en fait, on n'a pas besoin de 20 000 choses pour. Enfin, juste en fermant les yeux, on peut se comprendre pas mal. Bien sûr. Et je sais même plus pourquoi on disait ça. On parlait, je sais même plus, de la méditation. pratique de la méditation. Ah oui, je médite tous les matins en gros. Tous les jours, c'est important, la régularité. Quitte à faire 5 minutes, je préfère faire 5 minutes que faire une fois 1 heure. Beaucoup de gens, des fois, ils se disent je vais faire 2 fois 20 minutes dans la semaine au lieu de faire 7 fois 5 minutes, qui a beaucoup plus de sens, quoi, parce qu'il n'y a pas d'interruption dans. Ouais, et puis en vrai, moi, ça fait depuis que j'ai 20 ans que je médite. D'accord. Et j'ai suivi des formations, etc. Mais ça m'a pas forcément apporté du bonheur auquel je le. Et pour tous les gens qui démarrent la médite maintenant, au bout de combien de temps tu as réussi à avoir vraiment ce ressenti et cet impact positif sur ta vie? Parce qu'il y a plein de gens j'ai pu côtoyer, qu'on a pu côtoyer, qui ont démarré, mais qui ont vite arrêté, qui n'ont pas persévéré forcément dans, dans toute pratique. C'est tout de suite positif en fait. Parce qu'en fait, le mécanisme il se met en route. Sauf que tu as tous les bagages que tu traînes derrière toi, tous tes mécanismes. Par exemple, moi je joue au poker, je cherchais l'adrénaline, je cherchais la grosse sensation. Et forcément, quand tu cherches quelque chose, une grosse sensation, quand il n'y a pas la sensation, t'es pas bien. Il y a un vide, du coup, moi en méditation, je cherchais ça. D'accord. Donc en fait, forcément, ça m'a pas fait du bien sur le moment parce que je me disais, mais ça sert à rien. Mais au final, si, parce que à force de voir. Donc en fait, je sais pas, ça fait tout de suite du bien en fait, de fermer les yeux. Ah ouais, personnellement, j'en suis convaincu, c'est pour le. Il n'y a pas de temps en fait, et puis il y a des gens. Enfin, il y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de temps dans la méditation. D'ailleurs, le temps, il est pas forcément existant. C'est très abstrait cette notion de temps. Et je me rappelle une fois, j'étais dans mon cours justement de méditation. On avait médité. Ce que je pensais être 5 minutes. D'accord. Et je suis allé voir. Ça s'est avéré. En fait, ma prof elle m'a dit alors, je lui dis c'était court, franchement, on aurait pu faire un peu plus long. J'étais bien dans la méditation. Elle me fait, vous pensez qu'on a médité combien de temps, Basile? Et je lui dis 5, 10 minutes. Elle me fait, ça fait 1 heure. Waouh. Et elle me dit là, vous commencez peut-être un peu à méditer. Là, vous avez skill up. Il n'y a pas vraiment de skill, mais dans l'idée, c'est-à-dire que j'étais pleinement dedans. Et comme quand tu joues un instrument ou quoi et que tu es pleinement dedans, tu vois pas le temps passer ou quand t'es bien. D'accord. Si tu avais le pouvoir de changer une chose, une action du passé aujourd'hui sur laquelle tu pourrais revenir, ça serait quoi? Rien. Pas évident. Hein. Franchement, rien. Enfin, c'est pas. Enfin, c'est tout. Enfin, même les erreurs, surtout pas les erreurs en tout cas. Je suis d'accord. Personnellement, je ne changerais rien parce que c'est ce qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui et tout, c'est ce qui nous construit finalement. Tout ce au moment T, tu fais le choix. Même pas un petit truc. Est-ce qu'il y a des regrets? Un regret que. De peut-être pas avoir pris au sérieux toutes les choses en fait. D'accord. De pas être pleinement pas je m'en foutisme, mais être détaché un petit peu de... Ça c'est un spectacle au théâtre. Mon auteur préféré s'appelle Xavier Duringer, c'est un auteur contemporain qui avait fait la même école de théâtre que moi. D'accord. Et l'un des premiers spectacles que j'ai joué, il y avait le rôle que j'avais en fait, c'était un monologue que j'adorais en fait, où le personnage il disait je m'en fous, et il commence comme ça, je m'en fous de tout. Et il récite vraiment tous les malheurs du monde. D'accord. La chute du mur, des Russes, des Cambodgiens, je m'en fous. De l'État palestinien, de l'État hébreu, du Rwanda, du Zimbabwe, du Suriname, de Venise qui s'affaisse, des tremblements de terre, des feux en Corse, des avalanches. La totale. Je m'en fous. Et au fil du temps, en fait, le personnage, tu vois qu'il s'en fout pas et qu'il craquelle. D'accord. Et du coup, l'idée un peu, c'est de faire je m'en fous en fait. Et c'est facile de s'en foutre. Bien sûr. En vrai. Bien sûr. Oui, c'est le plus facile. Voilà. Et du coup, l'implication, en tout cas, ce que je retrouvais au poker, cette sensation-là, maintenant je la transforme en implication. C'est-à-dire que, en gros, l'intensité que je recherche, c'est dans l'implication que je vais mettre aux choses. Et je vais pas demander je sais pas, au poker, mais ça peut être quelqu'un, il va prendre une drogue ou quelqu'un, il va avoir une relation tumultueuse. Seul maître de ce qui va advenir, de ce que ça te procure. D'accord. Ouais. Et ton rapport au poker, donc maintenant 2021, c'est quoi un petit peu c'est une partie de toi qui t'a amené à autre chose? Si tu peux nous parler un petit peu peut-être de ton spectacle aussi? Ouais, carrément. J'ai repris le poker il y a 2 ans. Ouais. J'avais échoué en tant que producteur de spectacle. J'avais essayé d'entreprendre, ça s'était pas bien passé. Et puis il fallait que je gagne ma vie, donc j'ai repris le poker. D'accord. Et en fait j'ai repris différemment, c'est-à-dire que je me suis dit j'ai bien galéré avec le poker. Peut-être qu'on voit le succès et tout, mais je me sentais pas bien quand je jouais. Je me suis dit, qu'est-ce que... Ok. Pas bien dans le sens quoi, plus de plaisir à... Non, mais corporellement en fait, trop de stress, je jouais trop cher, je faisais des parties de ouf, je prenais toujours des risques. Il y avait juste la base de la pyramide, de la sécurité que je respectais même pas en fait.
Et puis le temps que je passais, enfin, c'était trop. Oui, c'était plus C'était trop dévorant. D'accord. Et c'était une souffrance, c'était devenu presque une souffrance. Ouais, complètement. Bah, j'aurais pu faire du poker, j'aurais pu faire autre chose, ça aurait été la même chose. Oui, c'est pas le poker en lui-même, bien sûr. Mais du coup, j'ai changé, je me suis dit, bon, je vais me faire coacher. Donc j'ai pris un coach synergologue, j'ai pris un coach sportif, j'ai pris le coach mental, j'ai pris bon, c'est tout. Le package. Au final, c'était peut-être un peu trop, mais l'idée, en fait, c'était vraiment d'utiliser le poker justement comme un vecteur de... On va appeler ça du développement personnel, mais j'aime pas trop le mot parce que bon, il est quand même pas mal altéré. En tout cas, pour essayer d'apprendre des choses et d'évoluer surtout. D'évoluer. Le but c'est quoi? Devenir une meilleure personne en tant que tel, quoi. D'en apprendre sur moi, la connaissance de soi. Et puis de trouver. C'est quand même une pratique qui est très dure pour moi. Enfin, globalement, c'est pas évident de jouer au poker. C'est par rapport à un truc vachement concurrentiel. C'est concurrentiel. C'est un jeu qui demande quand même un bon regard sur soi-même, qui demande normalement d'aller faire un peu de sport pour se bouger, qui demande de toujours se renouveler. Enfin, prise de risque aussi peut-être. La prise de risque, la gestion des émotions. Enfin bref, c'est quand même un véhicule assez transcendant, quoi. En soi, c'est presque un petit résumé de ce qu'on peut, de la vie en général, quoi, parce qu'il y a plein de choses qui définissent dans le poker, qui se retrouvent dans le commun de tout le monde, ou dans le commun des mortels, quoi. Bien sûr, ouais, complètement. Ouais. C'est ça aussi qui est passionnant dans tout ça, parce qu'au-delà on en apprend sur nous-mêmes, on a tous ces notions-là qu'on partage, donc c'est un vrai condensé d'adrénaline et d'émotions qu'on peut ressentir à travers le poker, quoi. Du coup, c'est surtout ça le poker pour moi. Et voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre un petit peu, mon expérience, pour en faire quelque chose justement enfin, que j'en reste pas sur un truc où le parcours parfois était pas plaisant, en tout cas. On peut dire chaotique ou... Non, pas chaotique, mais pas réfléchi en fait. Pas réfléchi, pas de vision, de vision. Et du coup maintenant pour moi le poker... c'est un plaisir de jouer, j'aime bien. Et du coup, c'est un endroit où je me sens bien parce que j'ai éliminé toutes les racines qui faisaient que je me sentais pas bien quand je suis au poker. Donc c'est un endroit très rassurant pour moi, où je me sens très en confiance. Où en fait, il n'y a rien qui peut se passer de trop difficile parce que j'ai déjà tout prévu qui pouvait se passer de difficile. T'as anticipé en amont? J'ai déjà anticipé par rapport à ce que j'ai fait avant. D'accord. Donc c'est un endroit où je me sens super à l'aise en fait. Et donc c'est ma petite méditation à moi, quoi, maintenant. Et avec donc la chaîne Twitch, donc dans le Turfu, c'est quoi les apports alors d'avoir ce partage aussi avec les gens, avec cette communauté qui est en train de se créer? Ça a bien pris d'ailleurs maintenant. Au début c'était un délire avec un pote, et puis il y a eu l'histoire du don. En fait, je me suis dit bon, si je gagne un gros tournoi, je fais un petit don, je lâche. Je vais revenir après sur ça, bien sûr. Alors j'en dis pas plus. Non mais et globalement le Twitch à la base c'était parce que je voulais construire une communauté pour qu'après quand il y ait mon spectacle, que les gens puissent voir. Puis en fait, je l'ai fait et ça m'a plu. D'accord. Et en vrai, c'était un moment où... Qu'est-ce que ça t'apporte déjà, une session de poker, c'est super long. Et donc le faire avec des gens, c'est cool. Et puis, je pense aussi une forme de reconnaissance que t'as pas... Enfin, que j'avais pas au poker, parce que pour moi, la reconnaissance d'avoir gagné un titre, je t'en parlais avant, pour moi, c'est... Si elle est pas partagée avec... C'est pipeau. Enfin, je veux dire, t'as gagné un titre, ok, super, mais alors... On n'est pas pour autant sur... À part si t'as... Enfin, pour moi, ça veut rien dire, personnellement. Par contre, être reconnu comme une personne qui va aider quelqu'un, qui va partager tout, ça me plaît. Donner, donc pour moi il y avait cette reconnaissance que j'avais pas qui est là. Et puis je prends du plaisir à faire l'émission. Ça m'a obligé aussi à catalyser sur le fait qu'il y avait des gens qui me regardaient, et le fait que quand tu es regardé, tu essayes de faire les choses bien parce que tu dois montrer l'exemple. Bien sûr. Et du coup moi ça me permettait de travailler encore un peu, d'affiner les trucs où j'étais pas encore au clair. Et donc par exemple au début j'étais là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, donc ça j'étais pas encore dans l'image qu'on renvoie aux autres, voilà. Ce qu'on veut montrer. Quand je joue, je fais ce coup là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Donc là comme je me connais un peu, je me dis c'est intéressant ça. Je joue pas vraiment. Tu arrives à analyser. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un problème de confiance dans mon jeu, parce que normalement t'en as rien à foutre quand t'es confiant dans ton jeu. De ce que tu fais, il peut te dire c'est de la merde, le mec tu fais. Si toi t'es convaincu. Avec plaisir mon pote, c'est de la merde. Mais moi je pense que c'est ça. Donc, toi t'es convaincu que t'es en adéquation avec tes valeurs, est-ce que tu penses il y a plus cette notion là de dire quelle image renvoie aux autres, quoi. Donc et avec toute ta team, tous tes petits poulains que tu suis au niveau du coaching, ça fait quoi alors de transmettre, d'aider des gens à progresser sur ce parcours-là, quoi, de vie de joueur de poker, quoi? Ouais, je dirais c'est gratifiant, et puis ça justement ça va au-delà du poker, c'est-à-dire que moi personnellement, certes je vais leur apprendre des coups et tout, mais
Moi, mon but, c'est qu'ils fassent les erreurs, mais vite, et certaines peut-être qu'ils en évitent, qu'ils les fassent peut-être, mais que ça soit pas un frein, que ça soit un tremplin pour. Et ce que j'ai manqué moi, peut-être à mon âge, j'aimerais le transmettre à des gens pour qu'ils évitent justement ce passage où. D'accord. Cette transmission de flambeau aussi pour. Ouais, carrément. C'est gratifiant aussi d'accompagner les gens à. Ouais, puis vraiment, tu peux voir des belles transformations en fait avec le poker. Ouais. Tu peux voir de belles transformations. Oui, qui vont au-delà même du simple joueur, entre guillemets, joueur de poker, quoi. Ouais. Puis même, de grandir en tant qu'homme, quoi. Ouais, c'est comme un entrepreneur, quoi. Ça peut vraiment faire sortir des gens de plein de choses, de croyances, mais aussi financièrement. Ça peut changer de rythme de vie, aller faire du sport, bien manger, tout ça, être en adéquation avec tout ça pour servir l'objectif. Et l'objectif servira le reste aussi. D'accord. Donc ouais, et puis après évidemment il y a un peu de technique parce que bon bah je sais jouer. Mais, on l'a tous vu je pense. Mais bon, en vrai j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'est pas la valeur principale. En tout cas ce que j'essaie de transmettre, c'est pas ça. C'est la priorité numéro 1, ça serait quoi alors pour toi? Au poker en fait on n'a pas la vision parce qu'on est directement devant notre ordinateur et très concrètement en fait on manque de vision parce qu'on est en vase clos quoi. Là je vais faire mon intellectuel, mais j'avais lu un bouquin que j'avais adoré qui s'appelait Alain Propos sur le bonheur. D'accord. Et qui est incroyable, c'est juste des petits paragraphes, je vous invite vraiment tous à le lire. Ok. Quoi. Enfin vraiment si tu as le temps de le lire c'est top. Et c'est un précurseur en fait. Et il dit à un moment on a besoin, ça fait du bien d'avoir le regard qui peut arriver loin. Et là typiquement là où on est, par rapport à là où quand je suis à Paris, on n'a pas ce regard, cette vision lointaine. Et c'est très concret en fait. Si on peut parler un peu spiritualité ou quoi, en fait, bien sûr. Moi je crois que la spiritualité, où on croit que c'est quelque chose de très nuageux, en fait c'est très concret, et tout peut être un geste spirituel ou bien quoi. Sûr. Oui, ce que tu disais, même ouvrir une porte et on peut conscientiser l'ouverture vers quelque chose, la fermeture vers quelque chose, on peut donner du sens à tout ce qu'on fait. Et dans le poker, clairement, on a une vision qui s'étrique, mais très concrètement. Et du coup, c'est bien d'avoir aussi une vision périphérique et s'ouvrir. La vision périphérique, en tout cas en dehors, de savoir fermer l'ordinateur quand on a terminé notre session. Je pense que c'est important, et de s'ouvrir à d'autres choses. Mais justement que le moment du poker soit générateur d'émotions positives pour que justement l'après-session, l'avant-session, oui, ça se passe bien. Et... Voilà, ce soit notre point de repère en fait. Dans la symbolique, ce serait le point de repère pour vérifier en fait qu'on est bien au clair avec tout ce qui se passe en fait. C'est quoi avec la notion de warm-up, cool-down quand tu arrêtes? Est-ce que ça... J'ai pas vraiment cette notion-là, mais c'est-à-dire d'être complètement présent quand on joue, de se sentir bien, de pas être dans un truc où on veut projeter sur l'avenir des résultats. On est dans une démarche d'apprentissage. Et qu'on est vraiment bien. Oui, que le résultat ne définisse pas qui on est, quoi. On est dans cette notion de vouloir progresser et. Et je crois vraiment qu'au poker on peut atteindre cet état-là en fait assez paisible, où on joue sans prendre de risques, où on joue pour évoluer, pour transmettre, pour faire gagner de l'argent à des causes qui nous font cher, pour s'élever, enfin voilà quoi. D'accord. En gros l'idée ce serait ça. Je rebondis sur ce que tu dis, donc je sais que tu donnes pas mal aux associations, aux causes, notamment la Fondation l'Abbé Pierre. Si tu peux nous en parler un petit peu déjà, et puis dans l'idée de vouloir aider, de vouloir transmettre, quelle est l'importance de tout cela pour toi, quoi? Pour moi c'est le principal en fait, sinon je comprends pas ce que je fais ici en fait. De pas donner, ça n'a pas de sens en fait. Ce serait très. Tu fais tout à ton honneur. C'est même pas à mon honneur en fait, c'est basique en fait. C'est pas courant, hélas, c'est ce qui devrait arriver le plus souvent, mais. Si tu ressens un peu les émotions des autres, en tout cas moi ça a été une de mes problématiques, c'est pas ressentir mais c'est être dans l'empathie. La souffrance de l'autre elle te renvoie à la tienne. Bien sûr. Et que tu nettoies pas ta souffrance ou celle de. Enfin, tu pourras jamais nettoyer celle d'autre, mais en tout cas l'amener à pouvoir enclencher un chemin comme ça. Pour moi, ça peut, je comprends pas. Lui donner les clés après à lui. Je suis en train de faire ici-bas, je sais pas. D'accord. Concrètement. D'accord. Et donc le don, en fait, ça vient d'une source de motivation. Qui est très égoïste à la base, c'est-à-dire que ça me rend heureux de faire un don, ça me motive, donc ça va me faire mieux jouer au poker. Et si après, il y a encore une idée supplémentaire et voilà, ça ajoute à la démarche. Et je suis pas en train de jouer que pour ma pomme, je suis en train de jouer pour quelque chose qui est un peu plus grand que moi. D'accord. Mais c'est pas l'idée. Pour moi à la base c'est très égoïste, mais à la fois en fait pour moi là où on va mettre égoïsme et altruisme, pour moi c'est deux notions en fait qui sont imbriquées. C'est-à-dire qu'il y a pas, pour moi il y a pas égoïsme altruisme, il y a
être, et dans l'être, il n'y a pas égoïsme ou altruisme. Bien sûr. Pour être bien, bah, faut que les autres autour de toi soient bien. Bah, sinon t'es pas bien. Bien sûr. Et si ça résonne pas en toi, c'est qu'il n'y a pas encore la conscience qui fait que il y a des gens qui vont pas bien, ça te fait rien. Oui, alors ça peut rien te faire si t'es vraiment un Bouddha peut-être éclairé, etc. machin. On a encore tous du chemin, je pense. Il y a quelques vies à passer, mais dans l'idée, ce serait ça, ce serait que bah, c'est assez naturel. Et je comprenais plus aussi pourquoi je gagnais de l'argent au-delà de... Moi, j'ai besoin de ma sécurité. Ça, j'ai compris après longtemps que je me mettais dans des situations qui faisaient que mon corps me disait que bah, c'était trop de stress. Donc c'est purement sécurité. Et puis après me faire du bien avec ce que je peux acheter ou ce que je peux donner. Oui, avec les plaisirs aussi, bien sûr. Et voilà, pour moi la base de l'argent que je veux gagner, c'est de la sécurité et j'en ai pas trop plus besoin que ça. D'accord. Et si j'ai des projets, bah, avec l'expérience que j'ai, c'est vrai que je peux demander à des gens d'investir sur moi. Ou si j'ai vraiment un truc, une idée incroyable d'un coup qui me vient. Oui, tu sais que derrière il y a des gens qui vont pouvoir, avec qui tu vas pouvoir partager cette idée. C'est ça. Donc ouais, voilà pourquoi les dons. Pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas. Au contraire. Si tu pouvais définir allez, les 2-3 valeurs qui te caractérisent et peut-être quelle croyance même irrationnelle qui t'habite au quotidien sur laquelle tu t'appuies régulièrement. Oh là là, c'est une question compliquée. Les 2-3 valeurs peut-être qui t'animent. C'est dur de se regarder sur ces valeurs. Les valeurs, je dirais l'évolution. D'accord. Alors, petite anecdote, en fait j'ai donné des cours à un moment de méditation à des... C'était des sans-abri en fait. Et au final, bon, ils te donnent beaucoup plus que tu crois que tu vas leur donner. Et il y avait un type qui avait fait il était bien plus âgé que moi, peut-être le double de mon âge, voire le triple. Et on faisait une séance où en fait on a fait une méditation tous ensemble. Et on avait un bâton de parole comme ça. Et en fait, la personne pouvait s'exprimer que quand il y avait le bâton de parole, parce qu'ils ont du mal à écouter, à se concentrer aussi, parce qu'ils ont tellement de soucis et d'incohérences parfois aussi. Et il a pris le bâton et il m'a regardé comme ça, droit dans les yeux, tu vois, et il m'a fait Basile, tu sais ce que c'est le plus important dans la vie et tout. Je lui ai dit, mais comment je peux savoir, qu'est-ce qu'il me raconte et tout. Et il avait une vie incroyable, il avait failli mourir, expérience de mort imminente, ou je sais pas, etc. Et il me dit, tu sais Basile, c'est l'évolution. Là, il y a eu un long silence. Je reprends le bâton. Comment ça se passe? Parce que j'ai rien à dire à ce que tu m'as dit, quoi. Et non, je pense essayer d'évoluer, de pas forcément de chercher à faire des trucs complètement différents de toi et de changer tout le temps et tout, mais de faire en gros, moi à un moment je voulais tout changer. Et maintenant je veux faire la même chose, mais juste avec plus de conscience, différemment. Et pas dans le côté, je veux pas voir plus grand, mais je veux voir mieux. Dans l'esprit qualitatif en fait des choses. Je veux pas plus manger, je veux mieux manger, je veux pas plus gagner, je veux gagner d'une meilleure manière. La qualité plus que la quantité. Ouais, et c'est une qualité qu'on retrouve au poker. Bien sûr. La patience, etc. Et après, tu m'avais dit donc les. C'était quoi après? Peut-être une croyance qui t'a. Une admiration, quelque chose qui t'anime au quotidien, au-delà de croire en soi, je pense qu'il a le principe fondamental pour avancer, quoi. Mais. Je crois beaucoup au destin, à la chance. Je crois beaucoup que... Alors ma croyance peut-être limitante, je sais pas, hein, mais ma croyance ce serait qu'on génère dans notre esprit ce qui nous arrive. Et qu'on est donc un peu... que c'est l'esprit qui crée les choses et qu'on est avant tout... On est câblé comme ça, au-delà de la loi de l'attraction et tout ça. On crée un petit peu ce qui nous arrive, quoi. Donc, et que on est un esprit dans un corps, qu'il faut prendre soin de son corps et que après l'esprit... génère notre réalité, quoi. Et encore une fois, dans ce chemin de qualité, en fait, il s'agit pas de changer tout ce qui est à l'extérieur, mais notre perception du monde. Bien sûr. Et du coup, juste les éléments du monde sont là pour nous apprendre à traverser le monde. Oui, l'important, c'est comment nous on interprète les événements qui nous arrivent, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Dans un point de vue purement, encore une fois, sensitif, c'est-à-dire pas intellectuel. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du bien que sur l'instant, mais après c'est de la négativité, ça me fait pas du bien. Mais est-ce que sur le long terme, bien sûr, est-ce que ça me fait du bien en fait de fonctionner comme ça en gros. D'accord. Et donc je crois au long terme. D'accord. C'est ma croyance. Le pouvoir du long terme. Le pouvoir du long terme, les gars. Voilà, pas au one time du poker. Bien sûr, c'est clair, c'est clair. Bien sûr, mais ça n'aura pas la même saveur.
La saveur, c'est tout ce qui va t'amener justement à arriver au final à ça. Et que qu'on y arrive, qu'on n'y arrive pas, au final, c'est plus l'important, quoi. C'est tout ce cheminement qui va nous amener à... C'est comme j'ai un pote qui a un spectacle donc d'un seul en scène de marionnettes. Ouais. Et à un moment, sa marionnette dit le chemin et le but. Bien sûr. Voilà. Parce que au final, tu as atteint ton truc. Il y aura encore un. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, oui. C'est une fin et c'est sans fin, voilà. Bien sûr. Donc voilà. Évolution. L'évolution. Je vais te poser encore 2-3 questions, Basile. Après, je t'en mets pas plus. Allez, 2-3 rapidement. Vas-y. Si. Bah pour les joueurs de poker et même pour les autres, si tu avais 2-3 tips un petit peu pour gérer les tracas du quotidien, les tilts, tout ce qui peut nous arriver. Le tilt par exemple. Ouais, par exemple. Bah le tilt, encore une fois, c'est quand je parlais d'extérieur, bah ça te renvoie à quelque chose. Donc c'est trop bien quand quelqu'un tilt, parce que par exemple moi je m'empêchais de tilter. D'accord. J'ai beaucoup de joueurs qui me ses disent émotions ils se coupent de leurs émotions, tout va bien. C'est intéressant. En fait moi au moment justement quand j'avais 20 ans, en fait c'est juste mes émotions sont revenues avec le théâtre. Et en fait je devenais un très mauvais joueur de poker, alors qu'en fait j'avais juste créé le nouveau truc qui me faisait que j'aurais pu progresser 10 fois plus. Et après il y a la gestion des émotions. C'est bien pire donc déjà les accepter, et puis après travailler sur ces émotions, c'est-à-dire que si j'ai du tilt, à quel moment j'ai du tilt? C'est quand je fais face à un bon adversaire, c'est quand je perds. Si c'est quand je suis contre un bon adversaire, ça veut dire peut-être qu'il me pose des problèmes et que j'accepte pas, parce que dès qu'il y a du tilt, c'est un tilt d'injustice, plein de choses sur quoi tu mets entre ce qui se passe et la réalité quelque chose, donc c'est que t'es pas en accord avec. Si c'est tu tiltes parce que t'as perdu, peut-être ta gestion de bankroll elle était pas bonne. Bien sûr. Et puis le tilt parfois aussi c'est putain j'ai fait une mauvaise session, merde quoi. J'ai mal joué, j'ai mal joué, demain je vais refaire plus, ou je vais faire différemment. Bien sûr. Et du coup se servir de l'émotion, en fait l'émotion c'est pas un frein, au contraire. Bien sûr, au contraire, c'est pire de se couper de nos émotions que de l'accepter. Ça te renvoie des données, des choses à mettre en place derrière les émotions, donc se couper de soi-même c'est un peu ridicule. Bien sûr. Bien sûr. Il y aurait plus la saveur de... t'es mort vivant quoi. C'est ça. D'accord. Allez, deux dernières. Oh là là, t'es un bon négociant. Allez, vas-y, allez, deux. On est parti. Allez. Si t'avais 3 conseils pour permettre aux gens de vivre la vie, au final, la vie qu'ils ont envie de vivre, d'atteindre leur objectif, sur je sais pas en soi ce que ça peut être pour chacun, mais si on avait 3 trucs à mettre en avant pour permettre aux gens en ce moment on est un petit peu dans cette ambiance morose et dans cette ambiance anxiogène et de peur, si on pouvait donner 3 conseils aux gens pour aller au-delà de tout ça et... Là cette année je pense que ce que j'ai compris avant tout c'est d'être bien enraciné. C'est-à-dire les mecs ils vont parler de routine, mais d'avoir un truc qui te fait que les bases en fait avant de vouloir poser la dernière pierre à ta pyramide ou quoi, d'avoir des bases solides d'alimentation. Ce que tu mets dans ton corps, d'hygiène de vie. Moi, méditation, j'arrive même pas à concevoir comment les gens ne méditent pas en fait, parce que moi je serais perdu sans ça. Donc vraiment avoir des bases d'environnement, un cadre. Un environnement sain, un cadre autour. Voilà, et puis le reste après c'est comme un bon jardinier quoi. Une fois que tu as bien planté le truc, qui pleut, que t'es au bon endroit, et que tu mets le soleil et qu'il y a tout, là ça pousse tout seul en fait. Et les gens ils sont tellement pressés de voir la graine qu'ils oublient de planter. D'atteindre ce long terme. Et la patience aussi. La patience dans tout ça. Et patience et la persévérance au final pour arriver là. Et par rapport au poker précisément. C'était pas forcément par rapport au poker, mais. Globalement, globalement. Ça aurait été ma réponse. C'est ma réponse. Ouais, je pense parce que. Je valide Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Allez, c'est mon dernier mot. Alors la dernière. Question 1 million là 1 million. On est là, attention. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Basile, pour 2021 et les années à venir, et quels sont les projets les projets, là je suis en train de réfléchir à créer un centre, en gros, pour accueillir des joueurs de poker et peut-être pas seulement. Arriver à la réalisation de ça, très concrète, là où souvent quand on entreprend on est dans des idées, moi je démarre beaucoup puis après j'ai du mal à persévérer ou avoir une vision de long terme justement sur la durée. Donc arriver à cette concrétisation qui demande plein de choses autour. Cette pérennité pour faire avancer. Voilà, et puis forcément cet objectif m'a amené à, tu vois par exemple je dois passer mon permis, des trucs assez basiques. Hors de Paris, il faut une voiture. Voilà. Non mais des trucs, forcément cet objectif il va me servir à évoluer aussi dans ma vie personnelle et professionnelle quoi. Du coup, voilà ce qu'on peut me souhaiter, c'est que j'arrive à réaliser mes objectifs et puis peut-être à plus long terme ou pas mon spectacle aussi que j'aimerais bien réaliser pour justement parler de manière artistique du poker et donc en fait de pas, parce que les gens ils ont tellement de préjugés sur le poker,
leur dire que bah, le poker c'est un mot quoi. Et c'est comme tout, ça dépend ce qu'on y met derrière, le voilà. sens et les ingrédients qu'on y met toi, derrière. je sais que t'es hypnothérapeute, bah, y a des hypnothérapeutes qui font les choses très bien, d'autres ils sont hypnothérapeutes et ils font des spectacles où ils hypnotisent les gens alors qu'ils veulent pas, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et poker c'est pareil en fait, et ce que j'aimerais transmettre c'est que voilà, quoi qu'on fasse, si on le fait avec vraiment, si on le fait vraiment pleinement, quoi qu'on fasse, même si on est, enfin je dirais n'importe quoi, mais n'importe quel métier. Oui, si on le fait avec passion, avec son cœur et qu'on est déterminé à cela, on avancera. On fait quelque chose de bien, et puis peu importe après que le mec travaille en finance, tu peux être un très bon financier, faire les choses bien, tu peux être un très bon banquier, tu peux être un très bon jardinier, tu peux être un très bon éboueur, il n'y a pas de... Bien sûr. Donc voilà, et pas ce que le poker, on croit que c'est un truc. Enfin, en fait, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est sûr qu'on en fasse. Donc n'importe quelle activité, si on est passionné et on essaie de vraiment aboutir à quelque chose de juste, et ben les pensées, les gens qui viennent nous voir, les rencontres, tout ça, normalement, ça s'aligne un petit peu. Bien sûr. Moi, j'espère. J'espère aussi. C'est ma croyance. C'est ma croyance. Je la partage en tout cas. C'est ma petite croyance. Après, je sais pas si c'est juste. Donc voilà. Bah écoute, en tout cas, ça gâche rien de le penser fortement et d'y croire, quoi. Bah ouais. Ça, c'est qu'un plus, c'est qu'un plus. Je te laisse le mot de la fin, Basile, si tu aurais un petit mot pour les gens qui te suivent et puis pour ceux qui te suivent pas aussi. Un mot de la fin. Ouais. Bah écoute, je peux leur dire d'aller venir voir le stream dans le Turfu _. D'accord. Une petite séquence promotion. C'est le but. C'était le but. Et puis qu'ils n'hésitent pas à aller au bout de leur démarche, quoi. Je dirais. D'accord. Aller au bout des choses, au bout de leur à fond. Bah ouais. Quitte à faire les choses, autant y aller à fond, quoi. D'accord. Bah écoute, Basile, je te remercie. Merci à toi pour cette interview. Merci. Et puis donc à très bientôt sur ta chaîne dans le Turfu. Ouais, ou même dans 2 secondes. Hein. Et dans 2 secondes aussi. Merci, Basile. À tous. Donc les amis, j'espère que l'interview vous a plu, que vous avez pu noter 2-3 tips pour pouvoir les mettre en application. Et surtout, passez à l'action. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Dans la tête d'un leader heureux et performant. Et encore une fois, un grand merci à toi Bazou pour ta gentillesse, ta simplicité et ta disponibilité. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.